Bonsoir, buonasera a tutti, bienvenue dans ce live spécial derby de Milan, live aussi bien Pronto Calcio que Canal Inter. Je suis Cédric Canal et je suis aussi bien de Pronto Calcio que de Canal Inter. Mes camarades d'ailleurs d'aussi bien de Pronto Calcio que de Canal Inter vont me rejoindre dans quelques instants. Live à suivre aussi bien sur le Twitch de Pronto Calcio que le Twitch de Canal Inter que le compte X Twitter de Pronto Calcio. Voilà, vous savez tout. Pendant 1 heure à peu près, on va revenir sur ce match. Match nul, un but partout entre l'AC Milan et l'Inter Milan. Pour m'accompagner ce soir, il y a notamment de Pronto Calcio, Nicolas Wagner. Salut Nicolas. Salut Cédric, ciao à tutti. Comment vas-tu? Ça va bien. Est-ce que tu as vu un bon match? J'ai vu un match relativement équilibré, un match dont on va parler bientôt, donc je vais garder un petit peu le suspense sur ce que je vais dire, mais dans l'ensemble, ça va, on a vu pire dans des derbies. C'est vrai. Alors, ce sera assez tournant au niveau du plateau ce soir, au moment, pour cette heure-là. Sans tout dévoiler, tu seras remplacé à la mi-temps par Raphaël Gauthier, notre milanista, l'un de nos deux Rossoneri de Pronto Calcio, qui viendra, puisque la seconde partie sera un peu plus consacrée à l'AC Milan. Il sera avec nous une bonne partie de la soirée. On est heureux à chaque fois de l'accueillir. Il est journaliste à SoFoot. C'est un spécialiste surtout de la Serie A, du football en général. Il s'agit d'Andrea Chasi. Salut Andrea. Ciao Cédric, ciao Nicolas, ciao à tutti. Et toi, comment vas-tu en ce dimanche soir? J'ai eu un truc entre dimanche et samedi, mais on est bien dimanche. La voix un petit peu enrouée, mais on a un derby intéressant, je vais dire, à débriefer. Donc, je suis très heureux d'être avec vous comme à chaque fois. Bien, c'est très gentil de ta part d'être avec nous. Live qui sera le podcast également de la semaine de Pronto Calcio. Nous ferons l'audio sera le podcast. Du coup, et on accueille aussi un milanista qui est avec nous. Il s'agit de Matteo. On l'accueille tout de suite. Salut Matteo. Salut les gars, bonsoir à tous. Comment vas-tu? Merci. Très bien, très bien. Beau match, franchement, on s'est régalé. Pas trop déçu par le temps additionnel malgré tout? On va en reparler, mais je pense que sur l'ensemble du match, c'est mérité pour l'Inter, on va dire. Donc honnêtement, non, très beau match. Il y aura beaucoup de choses à dire, je pense. Mais je peux pas dire que je suis déçu, honnêtement. On va en reparler, je pense. On va commencer tout de suite et on va... Andrea, sur ce match, alors c'est deux équipes qui étaient avec des états assez différents. Là, c'est Milan qui continue avec des hauts et des bas assez stratosphériques cette saison. On l'a encore vu en ce mois de janvier, même avec Conceição. Ça continue avec la victoire en Supercoupe, la défaite à Zagreb. Et comment tu l'as trouvé déjà dans l'approche? On va commencer par ça, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est un petit peu les approches et tactiques, mais surtout l'approche mentale de chaque équipe. Et comment tu as trouvé l'approche mentale de Milan? Après, je vais demander à Matteo, puis après, on parlera de celle de l'Inter. Déjà, celle du Milan, toi, sachant que c'est une équipe en plus qui est en plein mercato, Morata qui part, Jiménez qui arrive, mais qui est pas encore qualifié. Tomori qui pendant toute la semaine on voulait l'envoyer à Tottenham, qui est resté, qui joue ce soir, Calabria qui est parti, Walker qui fait son premier match, Fofana qui est suspendu, Benasser qui joue comme à chaque fois une mi-temps. Enfin, il y avait toutes ces choses là qui pouvaient poser pas mal de questions. Donc déjà sur l'approche, comment tu l'as trouvé cette équipe? Moi j'ai trouvé que Milan a pas fait une super entame de match. Tout simplement, je pense que je trouve que c'est vraiment au bout d'une demi-heure, on a senti que l'équipe a un tout petit peu monté en puissance, je trouve, de ce qu'on voyait sur le terrain, parce que très franchement, sur la première demi-heure, il y avait énormément d'erreurs de placement assez grossiers, je trouve. Il y avait une forme de no man's land au bout de 15 minutes de jeu au milieu du terrain, et je comprenais. D'ailleurs, j'ai toujours du mal à comprendre ce que veut mettre en place Conceição. Mais si on parle purement de l'approche, pour commencer, j'ai senti une équipe qui forcément avait envie un peu de se rattraper après la déconvenue à Zagreb, qui n'a pas été trop préjudiciable, mais qui est quand même, pour un club comme Milan, qui est un immense club, aller perdre à Zagreb en Ligue des Champions, c'est quand même toujours un peu fâcheux. Donc je les ai sentis plutôt dans leur derby, on va dire. Après, ils ont, je trouve, aussi bénéficié d'une Inter qui, j'ai trouvé, était
à la limite du scandale sur la première période, et je vais m'en expliquer peut-être un peu plus tard. Et c'est ce qui leur a permis, je dirais, de terminer cette première période devant et presque logiquement, dans le sens où, comme lors des précédents derbys, ils ont su sanctionner cette Inter de Simone Inzaghi qui, quand elle ne met pas suffisamment de justesse technique, quand elle ne met pas suffisamment de rythme, eh bien, ça redevient une équipe finalement qui a des failles, et notamment sur les fameux contropiede, où là, on l'a vu, Milan adore ça, a les joueurs aussi pour ça, pour faire mal à ces équipes-là, à ces équipes qui font du jeu. Et en fait, Milan a profité justement de ces largesses-là pour punir sur une récupération basse et partir très vite vers l'avant. Donc, sur l'approche pure du match, voilà, une équipe qui est un peu montée en puissance, et puis en seconde période, après, qui s'est pris l'Inter qu'on connaît un peu plus, c'est-à-dire un rouleau compresseur qui s'est mis tout doucement en marche, et là, on a vu que c'était difficile pour eux, quoi. Mathéo, on parlera dans la seconde partie de ce live plus en détail de l'AC Milan, mais pareil, toi, sur l'approche déjà, ce que tu pouvais attendre de cette équipe et ce qu'elle a montré sur le terrain, par rapport aussi à ce qu'a dit Andrea, les points que j'ai énumérés au début, qui étaient des points plutôt des doutes du coup sur ce que pouvait offrir cette équipe de l'AC Milan ce soir. Ouais, bah c'est sûr qu'on est. J'avais envie de dire, on a été dans le flou toute la semaine. En fait, on est dans le flou depuis le début de saison. Mais totalement d'accord avec ce qu'a dit Andrea. C'est vrai que les 30 premières minutes, on a vraiment senti l'absence de Fofana, qui a joué, je crois, tous les matchs cette saison quasiment, et qui est vraiment la pointe basse du milieu de terrain, qui a un rôle défensif énorme. Et en fait, c'est vrai que, comme a dit Andrea, le milieu de terrain au début, on était coupé en deux. Et en fait, l'Inter n'a pas su en profiter, je dirais, même s'il y a eu beaucoup d'occasions. Et petit à petit, le Milan est rentré dans son match et a su profiter des contres. Et puis même en deuxième mi-temps, après, on a eu un autre visage, parce que Conceição a choisi de passer une défense à 5 pour vraiment défendre en bloc bas et essayer de contrer. Mais je dirais que le Milan est rentré dans son match un peu tardivement, mais est rentré quand même. Après, voilà, je ne peux pas dire non plus qu'on ait pour l'instant encore beaucoup de certitudes sur le fonctionnement de ce Milan sous Conceição. Il y a eu du positif quand même par rapport au derby précédent. J'ai trouvé qu'on on a fait un petit peu plus jeu égal avec l'Inter, je trouve, vraiment dans le jeu par rapport aux autres derbys où certes on a gagné, mais ça a été sur des faits de jeu et sans vraiment une maîtrise de la part de l'équipe, je dirais. On accueille, avant de te donner la parole, Nicolas, on accueille un ami, un camarade de Mathéo, non pas de Tifo, c'est à l'opposé, il s'agit, vous le connaissez bien, mon camarade de Canal Inter, Giuliano De Pasquale. Salut Giuliano. Ciao Cédric, ciao tout le monde. Salut l'ami. Bon, t'as un peu plus le sourire qu'il y a 1h10 à peu près, je pense. Non, jusqu'à la 91e minute, j'imagine que tu devais être un petit peu moins souriant. On était un peu tendu, quoi. Avec les 3 poteaux, voilà, c'était un Milan chanceux, mais une Inter qui était encore une fois pas à la hauteur. Voilà. Donc, résultat logique. On va revenir dans 5 minutes justement sur l'Inter, puisque tu es là pour la première partie de Giuliano, mais je finis le tour de table. Aussi sur l'approche, on est en train de parler de l'approche, notamment de l'AC Milan. Toi, Nicolas, et pour commencer à coulisser sur l'Inter, l'approche mentale aussi bien de Milan que de l'Inter, qu'est-ce que tu en as pensé, puisque c'était le 3e derby de la saison déjà, pour y en avoir encore 4. Moi, je suis pas prêt, je pense, mentalement à vivre 4 derbys de plus entre mars et avril, mais bon, je vais vous demander tout à l'heure, mais moi, non. Je pense que je vais partir en vacances. Mais voilà, toi, sur cette approche-là, de voir une équipe peut-être du Milan qui, certes, a peut-être un petit peu de mal à rentrer dans le match, mais qui est quand même aussi à mieux rentrer avec l'Inter. Bon, mais il est parti, il ne voulait pas répondre. C'est les joies du direct, voilà. C'est peut-être parce qu'il a vu le commentaire, je vais vous le montrer. Bien sûr, le chat est ouvert, donc vous pouvez réagir, bien sûr. Il y avait ce commentaire avec sympa les rideaux de Nico. Donc voilà, il a dû aller changer les rideaux. Anto, on te salue. Bis, Anto. Alors, Giuliano, pour toi, la question du coup, on parlait de l'entame de match assez compliquée de Milan, enfin compliquée, un peu lente de la part de Milan. Mais alors, l'Inter n'apprend pas de ses leçons, en fait, on a l'impression, parce que moi, j'ai l'impression qu'on vit toujours les mêmes derbys, en fait. C'est-à-dire, on rentre sur le terrain avec un rythme de sénateur, avec le joli costume, tranquille, on se dit, on va faire le match, comme si c'était Pioli en face, en fait. On a l'impression que c'est la même chose. On joue tranquille, on va gagner de toute façon, mais c'est plus comme ça. Non, et c'est super chiant. Attends, t'imagines, 3e derby de la saison, et 3e que tu abordes pas de la même manière. Allez, il y avait un peu plus
d'envie, un peu plus de gestion. Mais de nouveau, t'es pas tueur. T'es pas tueur. Et alors que normalement, on en a parlé dans le dernier Canal Inter, où c'était le match où tu devais montrer que tu avais du mental, que tu avais de la personnalité. Et ouais, niveau gestion, je pense que c'est surtout ça qui a fait le grand défaut. Et sur l'envie, après, il y a eu beaucoup de problèmes individuels. Hein. Peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard, mais je pense que l'Inter a aussi eu ce résultat à cause de problèmes individuels, d'erreurs individuelles qui ont fait que voilà, ça n'a pas été comme d'habitude. Nicolas, bon, tu es revenu, tu as payé la facture entre-temps, donc c'est bien. Et... D'ailleurs, Anto aime bien tes rideaux qu'il y a derrière. Ouais, je sais, ouais, mais il veut les mêmes, c'est pour ça. Non, j'ai fait une fausse manip avec mes gros doigts, mais bon, c'est pas grave. Alors, on est en train de parler justement de cette entame de match. Et c'est vrai que pour commencer à coulisser sur l'Inter, qui sera notre premier sujet de la soirée, tu as été surpris, toi, de voir une Inter rentrer sur le terrain finalement, je ne vais pas dire sans envie, mais comme si c'était un match entre guillemets normal, alors qu'on sait qu'un derby, c'est pas un match normal. Tu joues pas contre le 7e ou 8e du classement, tu joues contre l'AC Milan, donc c'est un match différent. Oui, c'est un match différent, mais je pense que c'est surtout le scénario du match qui les a peut-être un petit peu mis dans cette position, parce que le Milan, on l'a dit avec Matteo et Andrea, ils ont mis à peu près 30 minutes à rentrer dans la partie, et du coup, on a vu l'Inter qui était relativement sereine, qui jouait par séquence après des longues phases de possession, et je pense que les 30 premières minutes les ont un petit peu confortés dans le fait que ce Milan-là était peut-être en difficulté, comme on l'a dit avec la défaite à Zagreb, tous les problèmes en coulisses. Et finalement, quand le Milan a commencé à se réveiller avec la première frappe de Reinders et finalement à piquer sur presque leur première occasion, bah là c'était un petit peu compliqué, et puis la mi-temps arrive, et du coup tu te retrouves mené 1-0, et c'est compliqué. Il va falloir effectivement montrer autre chose en deuxième période, et c'est ce qui a été fait, mais ils ont eu du mal à le faire quand même. Alors, vous voyez le titre, l'Inter ne retient pas les leçons, puisque Andrea, moi j'ai l'impression, donc l'Inter a pris 3, 5, 6 buts dans le derby. Les 6, en fait, c'est les mêmes. Alors, il y en a un, c'est un coup franc, mais qui vient d'une perte de balle au milieu de terrain, mais en gros, c'est les mêmes, quoi. C'est perte de balle au milieu de terrain où le bloc est haut et se fait transpercer par une passe, et ça prend un but, ça fait pas la faute tactique qu'il faut faire. D'ailleurs, Bastoni, très bien, seconde période, à un moment donné, il a fait la faute. Il a pris un carton jaune. Tu vois, Giuliano, je fais la promo pour nos notes, on a fait les notes comme à chaque match. J'ai mis 5,5 à Bastoni, mais j'ai failli lui mettre 6, un 0,5 en plus pour la faute, en fait. Je lui dis, voilà, quelqu'un qui a compris à un moment donné, on est en seconde période, il a compris. Moi, j'ai donné 6, moi, Basto, non? Pour le oui, tu as mis 6, mais tu as mis plus 0,5 pour le carton jaune. Oui. Ah, pour moi, il a fait. Ah ouais, mais je l'ai fait pour ça, ouais. Ben, c'est ça, parce que je me suis dit, à un moment donné, il faut le faire, fais la faute. Oui, personne ne fait jamais de faute dans cette équipe. Bon, après, il sort. Le problème d'Inzaghi, c'est que du coup, il le sort après 10 minutes après. Oui, donc voilà, c'est terrible. un double tranchant. Ouais. Mais du coup, le joueur, il ne fait pas la faute parce qu'il se dit, si je fais la faute, je sors. Donc, je ne fais pas la faute et je prends un but. Andrea, au-delà, bon, Inzaghi, on le connaît, mais je le disais, les 6 buts, quasiment, c'est les mêmes. Et voilà, c'est vrai que quand c'est une fois, tu peux dire, bon, ok, 2 fois, quand c'est tout le temps, tous les matchs, la même chose, surtout contre le même adversaire, c'est que tu ne retiens pas les leçons. C'est ça que moi qui m'inquiète un peu, parce que ce match, oui, tu prends un point, bon, tu perds 2 points pour le Scudetto, mais tu prends un point mental important, mais tu n'apprends pas, quoi, c'est terrible. Puis surtout juste avant la mi-temps, tu n'as pas le droit de le prendre à ce moment-là. Je pense que c'est souvent, en fait, c'est un scénario qui se répète inlassablement, tout simplement parce que c'est aussi des scénarios de match qui sont sensiblement les mêmes, c'est-à-dire qu'il y a une équipe qui domine l'autre, parce que l'Inter aujourd'hui est meilleur que le Milan, que ce soit dans la maîtrise du jeu, dans la maîtrise du ballon, et finalement, Milan joue aussi sur ses caractéristiques à elle, c'est-à-dire avec des joueurs, ce qu'on disait en préambule tout à l'heure, que ce soit Leao, Théo, Pulisic et d'autres, qui sont capables d'attaquer la profondeur. Et donc, en fait, naturellement, vu les natures tactiques des deux équipes, c'est ce scénario-là en fait, qui va se répéter inlassablement, c'est-à-dire une Inter qui va dominer territorialement. Normalement, techniquement, c'est là où moi je suis un peu plus déçu ce soir de la formation d'Inzaghi et surtout de la première période, parce que la seconde a quand même été largement mieux maîtrisée, et l'Inter automatiquement s'est créé beaucoup plus d'occasions, et en vérité, si on est totalement sincère, aurait dû remporter cette rencontre,
parce qu'il y a quand même 3 buts refusés, 3 poteaux. Enfin, il y a à un moment donné Et au moins 2 gros arrêts de Médian. En plus. Au moins. Donc, au final, je pense que c'est pas tant de ne pas retenir les leçons, même si vous l'avez justement dit avec Giuliano, c'est que il faut savoir, il faut que Bastoni maintenant, et qu'il le fasse, c'est très bien, arrive à un moment donné de savoir faire ces fautes-là que toutes les grandes équipes font pour couper justement ces contre-attaques qui peuvent être extrêmement dangereuses pour les défenses. Mais sinon, si tu regardes finalement le déroulé du match, t'as pas grand-chose à reprocher au plan de l'Inter. Ce que moi, personnellement, je reproche à l'Inter ce soir, c'est cette première mi-temps où, comme vous l'avez décrit au début, où l'Inter joue un peu à la baballe. Ce qu'on reproche parfois au PSG, par exemple, en championnat de France, avec un petit rythme, ça se fait des passes, c'est un peu imprécis techniquement. Il y avait beaucoup de hors-jeu, par exemple. On voit que Barella ne donne pas dans le bon tempo, alors que d'habitude, c'est l'une de ses qualités fortes, c'est justement de savoir quand est-ce qu'il faut la donner, quand est-ce qu'il faut revenir en arrière, quand est-ce qu'il faut changer de jeu. Et là, je sais pas, tu les trouvais un peu empruntés, un peu sans idée. Enfin, c'était un peu. Je me demandais même à un moment donné si le précédent derby perdu en Supercoupe les avait pas un peu presque mangés dans les têtes. C'est-à-dire qu'ils se disaient si on loupe ce centre, on va se prendre un contre, on va se faire planter, etc. Enfin, il y avait presque un truc un peu psychologique. Enfin, je me demandais vraiment pourquoi en fait l'Inter était aussi peu juste techniquement, aussi peu en verve dans les déplacements et dans ce qu'il faisait. Mais si on en revient quand même au déroulé du match et comment ça se passe, c'est pour moi ne pas retenir les leçons, c'est un peu fort dans le sens où il y a quand même eu un monde d'écart dans le jeu entre les deux équipes ce soir, même si au final il y a match nul et que l'Inter l'arrache à la fin. Mais si tu regardes les deux productions, c'est quand même deux footballs totalement différents et un qui est quand même plus abouti que l'autre, enfin à mon sens. Giuliano, c'est quand même c'est le meilleur derby dans le contenu, très clairement, de l'Inter cette saison. Bon, il n'y a pas de mal, puisque le premier derby, c'était un non-match, et le deuxième, tu joues une mi-temps. Donc bon, il n'y a pas de mal, mais c'est vrai que ce qui est rassurant tout de même, c'est quand même la seconde période où tu réagis. On va dire que c'est une équipe qui joue tous les 3 jours, qui joue sur plusieurs tableaux, et qui, on peut dire c'est le minimum, mais en tout cas, n'a pas craqué mentalement. A su rester dans le match, a su continuer, quand il y a eu les poteaux, a continué à insister, et à limiter la casse sur les contres en sachant les concéder peu au final, c'est ça qui est positif. Et c'est sûr que déjà, c'est de mieux en mieux. Heureusement qu'il y a 5 derbies cette saison, il y en aura 5, et donc j'espère qu'au 5e, il y aura une victoire du coup. On gagnera un Copa, on sera éliminé en Ligue des Champions, mais on gagnera un Copa, Giuliano. Allez. On gagnera en Copa, mais ça suffira pas parce qu'on aura perdu beaucoup plus. C'est ça, on parlera de la finale. Oui, c'est ça. C'est ça, non? On va pas se rencontrer en demi-finale? Ça peut aussi. Ah si. Alors, je vous le fais rapidement. Donc, on en est donc à 3 derbys cette saison. On pourra en avoir 2 à Ligue des Champions, puisque l'Inter est en huitième de finale et a une chance sur 2 de tomber contre le vainqueur de Milan-Feyenoord et une chance sur 2 de tomber contre le vainqueur de Juventus-PSV. Et en coupe, si le Milan passe contre la Roma ce mercredi et si l'Inter passe contre la Lazio à la fin du mois, en avril, on a début avril, fin avril, derby aller, derby retour pour une place en finale de Coupe d'Italie. Ah oui, voilà. donc. Je vois Matteo qui est aussi déprimé que moi, mais c'est dur. On sera à 7. Ouais. On sera à 7 derby cette saison. C'est usant, ouais. Franchement. Ça sera un record. Après, là, pour le coup, la Ligue des Champions, c'est pas de chance. Enfin, entre guillemets, c'est le hasard de la nouvelle configuration. Mais je pense que ni nous, ni vous, on a envie de se jouer en Ligue des Champions. Après, la Coupe d'Italie, on connaît le tableau, c'est un peu toujours la même chose aussi. Mais juste, je pense à ce que disait Joe tout à l'heure. Pour vous, c'est le meilleur derby de l'Inter dans la prestation, vous dites? Cette saison, oui, cette saison, oui, bien sûr. Bien sûr, vu que effectivement vous tirez un point. Mais moi, j'ai trouvé que le Milan, c'était la prestation où on était. Pour moi, les 2 premiers derbys et encore plus celui de Supercoupe, pour moi, c'est lunaire qu'on gagne le match en fait. Enfin, ça tient du miracle que ça tourne en notre faveur. Alors qu'aujourd'hui, si on enlève, je dirais, peut-être les dernières minutes où effectivement c'est un peu la folie parce que l'Inter pousse et qu'il y a ses poteaux, etc. Je trouvais que le Milan était quand même assez cohérent et tenait assez bien son match, surtout la première mi-temps, une fois qu'on a réussi un peu à se mettre dans le rythme, par rapport aux autres derbys où moi j'ai vraiment eu l'impression que c'était des coups du sort qui ont fait que par miracle on a réussi à gagner les matchs. Mais là, je l'ai trouvé plus équilibré finalement que les autres. Non, mais là-dessus, tu as raison. On va revenir sur Milan dans un second temps, mais tu as raison que sûrement c'est aussi le meilleur collectivement. Même si le premier, j'avais trouvé, moi, notamment depuis le stade, que Milan, malgré tout, notamment dans l'intensité,
avait vraiment bouffé l'Inter malgré tout, parce que l'Inter était absente, alors que ce soir, l'Inter est présente. Donc, tu fais quand même un match collectif contre une vraie équipe. Nicolas, toi, de ton côté, sur cette façon avec laquelle a réagi l'Inter, puisqu'on est là-dessus, c'est vrai qu'il y a, c'est pas un coup du sort, parce que comme encore une fois, tu prends toujours les mêmes buts, donc en quelque sorte, tu le mérites, le coup sur les doigts en fin de première période. Mais il y a quand même cette réaction, malgré tout, une réaction encore plus, j'ai envie de dire, avec les changements, puisque Çalhanoğlu était de retour, il avait raté 6 matchs, il s'était blessé lors du derby de Supercoupe. Là, il était revenu, il a forcé pour revenir le plus tôt possible. C'était sûrement pas une bonne idée parce qu'il n'était pas dans le rythme, Çalhanoğlu. Moi, je pense que c'est quasiment peut-être l'un des pires matchs que je l'ai vu faire sous le maillot de l'Inter. Il remettait en dehors du rythme. Même si Mkhitaryan n'a pas été beaucoup mieux au milieu et Barella un peu mieux, mais bon, c'était compliqué. Le milieu de terrain, d'ailleurs, dans l'ensemble, a tourné assez mal. Mais voilà, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cette Inter-réaction et du coup des changements des joueurs qui sont entrés, puisque Inzaghi a mis du Fratesi, a mis du Zalewski, a tenté de changer le match sans toucher les attaquants, bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'attaquants sur le banc. Oui, de toute façon, il fallait qu'il tente quelque chose. Il a vu que en revenant en deuxième période, ça suffisait pas avec les joueurs présents sur le terrain et forcément les entrants ont apporté quelque chose de par leur fraîcheur physique. Hein. Tu parlais de Fratesi, c'est vrai qu'il a beaucoup moins de minutes que les autres milieux de terrain cette saison. J'ai bien aimé le petit Zalewski qui est rentré et qui est forcément décisif puisque c'est lui qui fait la superbe amorti poitrine pour De Vrij. Bissek aussi, très bien dans l'intention. Donc on sait maintenant depuis que le Covid est passé par là qu'il y a 5 remplacements dans un match. C'est plus 22 acteurs, c'est plutôt une trentaine de joueurs si on compte les deux équipes qui peuvent rentrer sur un terrain et donc apporter leur pièce à l'édifice. Et j'ai trouvé que justement pour une fois Inzaghi avait fait des changements pertinents. Parce que des fois il tarde quand même à faire les remplacements et là ça a été quand même intéressant. Giuliano, c'est vrai qu'on peut noter le fait qu'il est. Alors, bon, il a fait du poste pour poste, c'est pour Gusto, Bissek, Zielinski. Zielinski qui a perdu la même balle qu'Asllani d'ailleurs, sauf que ça n'a pas fait but. Mais comme on est tombé sur Asllani de façon pesante lors de la finale du Supercoupe, il faut aussi tomber sur Zielinski qui a perdu la même balle. Et ça a amené un contre. Faute, pas faute, c'est pas important, il perd la balle. Mais c'est vrai que l'entrée de Zalewski, notamment. Moi, ce qui m'a intéressé, Giuliano, dis-moi ce que tu en penses, mais que Zalewski, il est arrivé hier. À l'aéroport de Linate vers 20h. Il a rejoint ses camarades à Piano Gentile à 21h30 pour le dîner. Il a fait un bout de mise en place tactique ce matin. Et Inzaghi qui a Taremi sur le banc, par exemple. Bon, il paraît que c'est encore un joueur professionnel, Taremi, donc il peut tenter de faire quelque chose avec lui. Il lance carrément un jeune donc de 22 ans qui a un demi-entraînement avec ses camarades, et donc il n'a pas du tout les codes de l'équipe, parce que c'est ça, parce que l'Inter, on dit toujours les codes, le collectif, la façon de jouer, les jeux en triangle, sa coulisse et tout. Là, il met un gamin, d'ailleurs, on l'a vu qu'il était sur son côté, il faisait pas trop de mouvements avec les autres, parce que il est pas encore rodé, mais il y va avec envie, il provoque. Moi, le dernier quart d'heure, j'ai l'impression que le plan de jeu, c'était ballon, Zalewski, je fais un gris-gris, je centre. C'était quasiment que ça, c'est le dernier quart d'heure. Et cette personnalité-là, cette fraîcheur-là, c'est ce qui m'a plu aussi bien dans le choix d'Inzaghi que dans la personnalité du joueur. Après, on verra s'il réussira ou pas à l'Inter son passage, parce qu'il est prêté avec son achat. Mais moi, c'est l'un des points positifs de la soirée aussi. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que c'est surtout au niveau du contexte qu'on a vu un Zalewski qui a eu sa chance. Je pense pas que si le score était inversé, que l'Inter menait au score, qu'on aurait vu Zalewski rentrer. Là, c'était on joue le tout pour le tout. On sait qu'il a des compétences techniques. On le fait rentrer et on voit ce que ça donne. Parce que de toute façon, il faut créer le danger. Il faut créer quelque chose. T'as plus, comme tu as dit, t'as pas d'attaquant. Il te reste qui sur le banc comme joueur qui peut apporter le danger? C'est Zalewski. Il a aucune il n'a pas besoin d'avoir toutes les notions tactiques, etc. Parce que de toute façon, à ce moment-là, il joue plus dans la tactique du reste du match. On est dans une tactique où c'est bourrin, c'est limite du foot provincial et on en voit quoi. Donc, et on avait besoin de sa technique à ce moment-là. Et il l'a bien fait. Comme si Buchanan avait été là, ça aurait été Buchanan. Parce que même chose, compétences techniques différentes, mais compétences techniques présentes quand même. Et donc, à mon avis, ça aurait été le même schéma.
pas sûr que Buchanan aurait réussi, on aurait eu la lucidité de mettre cette balle du PEC vers De Vrij. Mais voilà, donc pour moi, Zalewski, on le reverra pas à chaque fois de cette manière. Ah, tu m'as Je fait finis peur. ma phrase. Oui. Tu m'as fait peur, on le reverra pas. Bon. On le reverra jamais, c'est fini. On le reverra pas jeudi, c'est normal, il n'est pas qualifié pour le match contre la Fiorentina. Si vous ne le voyez pas sur Ouais. la feuille de match, ne vous dites pas il est blessé, non, il n'est pas qualifié, c'est normal. Voilà, donc je pense que c'est une circonstance un peu exceptionnelle où on l'a vu rentrer aujourd'hui directement, alors que, comme tu as dit, il est arrivé hier et tout, il connaît encore rien. Enfin, il connaît encore rien à Saint-Pourciel, donc si, il y connaît la tactique d'Inzaghi, mais il n'a pas encore les connaissances qu'il faut pour jouer dans le schéma qu'Inzaghi veut d'entrée de jeu. Voilà. Andrea, c'est beau le mercato, non? Parce que c'est souvent les belles histoires. Bon, voilà, quand on est journaliste, on aime bien en plus ce genre de petites choses. C'est le petit piment, le petit truc irrationnel, parce qu'effectivement, Zalewski, il arrive. Tu as la moitié des supporters qui sont moyennement contents, l'autre moitié qui sont déprimés en disant mais on n'a même pas les moyens de prendre mieux que Zalewski. Et puis lui, voilà, il rentre sur le terrain, 75 000 personnes, du bruit dans tous les sens. Premier ballon, il le perd de façon catastrophique. Je me dis, oula, ça va être compliqué pour lui. Il continue à tenter. Il y a tout ça, c'est un petit peu les belles histoires qu'on aime bien. Alors sache, Cédric, que je déteste les mercatos d'hiver. Donc, moi aussi. Oui. Donc voilà. À part tes faits, oui, c'est une belle histoire, surtout quand tu l'as bien résumé, il est arrivé hier, aujourd'hui il rentre dans le derby, il marque. Mais c'est vrai que, comme disait Giuliano aussi, c'est la configuration du match qui fait qu'il rentre. C'est-à-dire que là, on sait que sur la petite demi-heure qu'il joue, Milan est acculé sur son but, va chercher à tout prix justement à défendre son avantage. Il y a un passage à 5 effectivement qui se fait aussi en défense, comme l'a souligné Matteo. Donc en fait, la configuration du match, elle est assez simple, c'est qu'il va falloir justement mettre du dynamisme autour de la défense du Milan, apporter justement de l'énergie à ce niveau-là pour provoquer une erreur, provoquer une brèche et donc permettre l'égalisation. Donc c'était finalement un peu logique qu'il le tente même dans un match comme ça, parce que la configuration faisait qu'il allait utiliser Zalewski quasiment uniquement en phase offensive. Et Zalewski, quand on le voyait à la Roma, etc., c'était aussi un profil quand même assez offensif, que ce soit dans les différentes Roma avec les différents coachs avec lesquels il a évolué. Et puis, ça reste quand même un international, même s'il reste relativement jeune, un joueur qui a une certaine expérience, que ce soit en Serie A ou même un petit peu aussi en Coupe d'Europe. Donc, c'était pas non plus, tu vois, un joueur sorti de nulle part qui était très jeune, qui n'avait jamais goûté à la Serie A, qui fait rentrer ce soir. Tu vois, par exemple, si moi, il y a une action que je retiens, même si c'est pas lié au mercato, c'est le moment où Camarda arrive au niveau de la surface et qui fait cette frappe, où là, tu te dis, ouais, le derby peut vraiment basculer un peu dans l'irrationnel, parce que si là, Camarda marque, en fait, c'est ça que tu retiens de la soirée, finalement. Donc, mais c'est encourageant, parce que je pense totalement que Zalewski peut bien progresser avec Inzaghi. Ce ne sera peut-être pas immédiatement au niveau de ce qu'attend Il Demone, mais franchement, je pense que c'est un joueur qui est totalement Simone compatible, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner la prochaine semaine. Toi, Nicolas, sur cette Inter seconde période, justement, qu'est-ce que tu retiens? Parce que bon, c'est vrai qu'il y a les trois poteaux, il y a beaucoup de choses quand même. Depuis le stade, je pensais vers la 80e, par là, je me suis dit, c'est mort. Il y a des soirées comme ça où tu peux te dire, tu peux faire 25 tirs, ça va toujours faire poteau sortant, le gardien, le défenseur, l'arbitrage, tout. Enfin, il y a des soirées noires comme ça où tu t'en sortiras pas. Mais c'est cette abnégation donc à retenir aussi. Mentalement, encore une fois, parce que c'est une équipe qui avait perdu les deux premiers derbys. Et je pense que pour la suite de la saison, le fait de ne pas le perdre ce match, alors tu perds 2 points pour le Scudetto, je pense que c'est clair, ça peut être pesant, surtout que le Napoli continue à aller très très vite. Mais c'est un point qui vaut de l'or pour la suite de la saison. Oui, parce que ça aurait été pire si l'Inter avait perdu. Et effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est la volonté en deuxième période de pousser le Milan dans les retranchements, de les acculer sur le but. On a vu autour de l'heure de jeu, c'était déjà assez compliqué pour eux de ressortir de leur camp. Ça s'est accentué après, effectivement, comme tu le dis, avec toutes les occasions, les trois poteaux. C'est vrai qu'à un moment donné, on aurait pu penser que cette Inter-là était un petit peu maudite.
Peut-être comme vous avez évoqué tout à l'heure, le fait d'avoir perdu les 2 premiers derbys de la saison, mais finalement ils se sont accrochés et comme on le disait tout à l'heure, le match nul est quand même le minimum pour l'Inter dans cette rencontre et je pense que comme tu dis, le match nul dans ces conditions-là va être très importante pour la suite de la saison. Bon, on va glisser vers l'AC Milan, puisque dans ce match, il y a eu une belle équipe aussi de l'AC Milan qui a fait son match. Et Nicolas, on va te remercier justement, puisqu'on fait un changement de Pronto Calcio. C'est la mi-temps, le panneau. Je fais les changements avant Simone Inzaghi. Je suis plus contre Sao que Inzaghi. Là-dessus, j'aime bien les changements assez précoces. Donc, on remercie Nicolas Wegner. Juste, je te laisse le saluer quand même, puisqu'il rêve avec son beau maillot, le duc de Pronto Calcio. Le duc de Nancy. Aussi. Salut les gars. Raphaël. Ça va, vous allez bien? Ouais, Ça va, on ça va va. bien. Bon, ben, bonne fin de live, les gars, et puis à la prochaine. Merci Ciao, Nicolas, Rafa. d'avoir été avec nous. Ciao, ciao. Ciao. Raphaël, donc on passe à l'AC Milan, mais juste, on voudrait aussi avoir ton regard rapidement sur l'Inter pour clore. Pour résumer, je ne sais pas si tu nous écoutais, puisque tu étais en compagnie pour le post-derby que tu regardais depuis chez toi avec ce beau maillot des 125 ans de l'AC Milan. C'était une équipe à réaction et on disait si c'est un point perdu, si c'est seulement 2 points perdus dans la course au Scudetto, c'est quand même un point gagné, notamment mentalement. Bon, mérité certes, mais c'est un point qui va peser pour la suite de la saison parce que si tu perdais encore un 3e derby de suite, ça pouvait devenir très très compliqué. Surtout que tu risques de jouer encore 2 voire 4 derbys cette saison. Non, c'était un point quasi primordial pour l'Inter, puisque comme tu dis, les autres, ils tardent pas. Là, je crois, j'ai pas regardé ces 5 dernières minutes, mais il me semble que Naples, ils mènent sur le terrain de la 1-0. Roma. Donc Spinazzola, donc oui. eux, ils perdent pas de points. L'Atalanta, même s'ils ont fait un petit faux pas hier, ils ont quand même pris un point. Donc c'est important pour l'Inter s'ils veulent encore croire, ce qui est complètement légitime, au Scudetto, il faut prendre des points. Aujourd'hui, je pense qu'on reviendra sur le match et effectivement, je vous ai pas écouté avant, mais j'imagine que vous en avez parlé. Il y avait des occasions pour marquer des buts, il y en avait même plusieurs des occasions et au final, le but dans les arrêts de jeu, il est assez mérité pour l'Inter. Mais c'est intéressant, ce match, il est vachement intéressant. Je pense qu'il faudra, peut-être pas que je le revisionne en entier, mais que je revoie des phases, que je lise beaucoup d'articles dessus parce que j'ai l'impression que le Milan et l'Inter n'ont pas joué, comme ils ont l'habitude de jouer les derbys. C'est-à-dire que là, l'Inter a eu énormément la possession, ce qui est assez, «anormal», on va dire, entre guillemets, dans les derbys. Il y a eu beaucoup d'occasions que l'Inter n'a pas marquées, alors que d'habitude, je les trouve super efficaces dans les derbys. Et Milan, à l'inverse, beaucoup plus, a besoin de 10-15 tirs pour marquer. Là, Milan, c'était pas du tout ça. Ils ont eu besoin de moins de tirs. Donc c'est assez intéressant. Et puis, bon, au bout d'un moment, c'est plus un hasard. Je pense si Sao, il gagne contre l'Inter, il gagne contre la Juve, il fait nul à nouveau contre l'Inter. Il négocie bien ses gros matchs. Donc ça, je pense que ça va être assez intéressant à analyser. Donc voilà. Avant de passer complètement à l'AC Milan, Giuliano, un mot de ta part, puis tu dois y aller toi aussi. Mais justement, sur cette équipe de Milan, est-ce que toi, tu as été surpris? On a commencé un petit peu à en parler avec Matteo au début de ce live. Toi, tu as été surpris par le visage montré par l'AC Milan, que ce soit en première période, avec c'est un 4-3-3 qui parfois pouvait passer en 4-4-2, voire en 5-4-1, ça dépendait. Enfin, c'était assez malléable comme schéma. Puis après, en seconde période, c'était complètement 5-4-1 avec Ribinez qui est rentré. Toi, tu t'attendais à ça de la part de l'AC Milan et de ce contenu-là pour une équipe, on l'a dit, qui est quand même assez convalescente, avec pas mal de nouveaux joueurs, enfin, de nouveaux joueurs, ou de départ, ou de rumeurs, enfin, toutes ces choses-là. Non, je m'attendais certainement pas à un impact comme ça. Surtout comme on en parlait de nouveau dans le dernier épisode de Canal Inter, c'est que l'Inter était face à une équipe de Milan qui est pas au top de sa forme, quoi, qui est pas au top de sa forme dans ses résultats, qui est pas au top au niveau de son équipe, où il y a peut-être aussi peut-être un esprit d'équipe qui s'y retrouve pas forcément. Il y a des problèmes avec le coach, un joueur qui est carrément parti à cause du coach, de ce que j'ai compris. Donc il y a des soucis dans cette équipe, alors que à l'Inter, on montre en tout cas que tout va bien, que en tout cas les résultats sont très bons, etc. Et donc voilà, c'est cette différence qui m'a surpris. Et de toute façon, un derby, c'est intemporel, c'est en dehors de tout, du temps, de l'espace.
ça n'a rien à voir avec la forme de qui que ce soit, et ça l'a bien montré ce soir. C'est qu'on s'est retrouvé face à une équipe du Milan qui était, qui pense, à mon avis, qui a mis de côté tous ses problèmes et qui s'est dit, aujourd'hui, il faut abattre l'ennemi. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont allés comme des soldats. Et c'est ça qui m'énerve avec l'Inter, c'est que quand tu sors de, je sais plus, 6 derbies de suite gagnés, et qu'après tu te retrouves avec cette infériorité mentale, je comprends pas. Je comprends pas où s'est passé le switch. Je comprends pas où est le problème maintenant psychologique. Parce que tu te retrouves face à une équipe Milan qui en veut, et du côté, tu as une équipe de l'Inter qui, on a l'impression, qui en veut pas. Et qui fait des erreurs individuelles qui ne lui ressemblent pas, quoi. Allez, Barella, tu as vu, on l'a tous vu, il n'a pas fait un bon match. Di Marco, il n'a pas fait un bon match. Thuram, il n'a pas fait un bon match. Donc, c'est tous des joueurs qui sont des joueurs clés cette saison et que tu n'as pas vu éclater aujourd'hui. Ah oui, bon, Çalhanoğlu, c'est encore autre chose. Bon, il vient de blessure, c'est pas pareil. À mon avis, Inzaghi s'était dit, il va jouer la première mi-temps, il y a moyen qu'on mène au score. La deuxième mi-temps, je vais mettre Zielinski et on va gérer. Bah non, c'est pas passé comme ça. Oui, puis tu te dis, si tu le fais rentrer à la 60e et qu'il se blesse, tu fais 2 changements, donc il y a aussi ce risque-là au moins. Tu le mets d'entrée, si ça pète, tu utilises ce changement. Giuliano, merci. Ben, merci à vous. Merci à toi, Cédric. Bonne et à bientôt. soirée. Éteins les lumières bonne derrière soirée. San Siro, penseuse. Ça va. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Je voudrais continuer avec toi, Mathéo, et Nicolas, qui, avant de partir, en partant, a mis un commentaire, mais c'est vrai qu'Abraham, c'est partie des joueurs qu'on critique un peu cette saison, parce qu'il a pas mal de déchets, même si, bon, c'est lui qui est buteur décisif, alors en Super Coupe, mais c'est vrai qu'il a pas mal de déchets. Il a quand même fait un gros travail, notamment défensif. Tomori qui devait partir, qui lui aussi a fait son match, la charnière Pavlovic. La charnière Pavlovic, Tomori, franchement, on va commencer là-dessus, tiens, justement, Mathieu. Ouais. Moi, j'ai trouvé. Parce que tu as des clients en face, quand même. Lautaro Thuram, en plus, Lautaro Thuram, depuis quelques semaines, ça tourne. Ça a vraiment été super, super solide. Ouais, non, j'ai trouvé ça impressionnant, surtout, comme tu disais tout à l'heure, le contexte du mercato de ces deux-là, qui chaque jour on a l'impression qu'ils vont partir en fait, et ils se retrouvent titulaires, catapultés un peu par défaut parce que les autres sont pas vraiment en forme. Mais voilà, en tout cas, Conceição leur donne confiance pour ce match-là et ils font un match monstrueux. Enfin, Tomori, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu afficher un niveau comme ça sur un gros match. Et donc Pavlovic, moi que j'aime beaucoup, qui voilà lui aussi monte en puissance et prend de la confiance depuis Conceição, donc c'est très bien. C'est vrai que c'est des gars qui notamment sur des matchs comme ça où on est un peu acculé derrière, Pavlovic, au niveau des duels gagnés et de l'impact qu'il met, quand il est vraiment dans son match et qu'il le fait dans le bon timing, c'est impressionnant. Et puis aussi, je tiens à souligner quand même la prestation de Walker. J'y pensais tout à l'heure quand tu parlais de Zalewski qui venait à peine d'arriver, etc., et qui est tout de suite dans le grand bain. Bon, Walker, il a 34 ans, on sait que c'est un joueur d'expérience de niveau international, etc., mais je l'ai trouvé vraiment, vraiment bon et il m'a fait vraiment cette impression de... Comme à chaque fois qu'il y a un joueur qui arrive de première ligue dans notre championnat, on sent qu'il a un rythme et un impact physique qui est au-delà de ce que nous on voit d'habitude. Et on l'a vu tout de suite. Je pense qu'il va pouvoir monter en puissance au fil des jours, mais je l'ai trouvé très sérieux. Et toute la ligne défensive, même Théo Hernandez, qui voilà, cette saison, ça peut être compliqué parfois, a été très solide. Maignan, comme d'habitude. Donc ouais, non, au niveau défensif, franchement, rien à dire sur les 5 derrière. Andrea, c'est vrai que Walker, je pense qu'on peut faire un petit zoom sur lui parce que, alors lui, il a un peu plus d'entraînement que Zalewski, il a un peu plus d'expérience. C'est un euphémisme. Il a à peu près tout gagné avec City, international anglais, enfin voilà, on le présente plus bien sûr. Mais bon, mine de rien, tu arrives dans un nouveau club qui a un petit peu chahuté avec tout ce qui se passe, le mercato, la Ligue des Champions, tout ça. Tu joues ton premier match, un derby en plus juste je fais une petite parenthèse, ambiance. Alors finalement, il y a eu des chants des deux côtés, mais en plus c'est un derby avec les deux courbes qui font pas de tifo ni rien parce qu'elles ont l'interdiction par la justice de le faire. Donc en plus, tu rentres dans le stade, c'est un stade qui est quasiment neutre en fait au niveau des décorations. Donc c'est vrai que tout ça ajoute des choses un petit peu bizarres en fait pour un derby de Milan. Et lui, c'est vrai qu'en patron, à moitié latéral, à moitié troisième défenseur central, comme ça, très 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 utile et très très bon quoi. Non, mais bien sûr. Et comme disait Matteo, je pense que de toute façon, Walker, pour ce Milan-là, c'était du pain béni. Parce que c'est un mix quand même d'expérience et d'un niveau qui est quand même, pour moi, au-dessus de la moyenne du reste de l'effectif, que forcément, ça va avoir un impact de plus en plus important dans cette équipe. Et je pense aussi, surtout là où le bas blesse pour moi dans cet effectif, c'est-à-dire que c'est un leader potentiel.
Et on l'a vu ce soir. Tout à l'heure, Giuliano parlait notamment du fait que Di Marco n'ait pas fait un super match. Il n'a pas fait un super match aussi parce qu'il y avait Walker de son côté. Enfin, c'est un truc aussi qui peut paraître bête. Mais Walker, ça reste peut-être l'un des seuls défenseurs au monde qui a à chaque fois mis Mbappé dans sa poche à chaque fois qu'il joue contre lui. Et ça veut dire quelque chose. C'est un joueur qui, voilà, entre sa vitesse, sa lecture du jeu, sa capacité à avoir évolué sous Guardiola pendant, je ne sais pas, 6-7 ans, forcément, c'est un joueur qui, en termes de lecture de jeu, en termes de calme, en termes d'impact physique, va faire énormément bien cette défense de Milan. Effectivement, je suis d'accord aussi que Pavlovic a fait plutôt un bon match. Après, je vais peut-être casser l'ambiance, mais bon, moi, je suis quand même un peu inquiet pour ce Milan, notamment après le match de ce soir, parce que effectivement, on loue la prestation défensive. Après, il faut quand même rappeler qu'il y a 3 buts hors jeu pour l'Inter et 3 poteaux. C'est-à-dire que c'est un match qui aurait pu tourner à 4 ou 5-1 avec un peu plus de réussite, alors qu'en face, effectivement, non, mais j'exagère évidemment, Raphaël, mais ce que je veux dire, c'est que Milan a quand même concédé beaucoup d'occasions, même si c'était l'Inter en face. Et il ne faut pas oublier que Milan reste Milan, parce que là, il y a certains moments du match, Milan jouait un peu comme une équipe, comme un 12e de Serie A, c'est-à-dire qu'ils étaient acculés sur leur but, et ils avaient du mal quand même à enchaîner 2-3 passes, à conserver le ballon, etc. Donc, quand même, moi, je ne serais pas aussi dithyrambique, alors peut-être à tort, sur Conceição notamment et sur son impact, et ça n'a rien à voir avec son prédécesseur, mais je pense que pour le Comment moment, s'appelle-t-il? je ne prononcerai pas son nom, mais en fait, je pense que j'attends de voir, mais pour l'instant, je suis un peu je me questionne sincèrement sur ce qu'il apporte pour l'instant ce Milan-là, parce que sur la première partie de saison, Milan était déjà bon dans les grands matchs. Le premier derby, ils étaient là, et quand ils vont taper le Real, ils étaient là aussi. Enfin, c'est pas une nouveauté en fait depuis le mois de janvier que Milan est bon face aux gros et parfois en difficulté face à des équipes plus faibles qu'elle où elle doit produire du jeu. Et on l'a encore vu face à Parme le match juste avant où ils arrachent la victoire à la fin. Mais c'est un match où ils sont quand même en difficulté et où il y a ce final qui fait que ça traverse ce truc-là et où tu te dis ah, c'est l'impact Conceição, c'est la niaque, etc. Mais en fait, pour l'instant, la niaque, là par exemple, si je me fais l'avocat du diable, ce soir tu le perds à la 93e minute, enfin tu fais match nul à la 93e minute ce soir. Donc j'attends de voir quand même sur la durée l'impact que va avoir Conceição, parce qu'en tout cas, sur la production de jeu, pour l'instant, je ne vois pas de progression. Et même, je m'interroge de savoir où va ce Milan, en fait. Parce que les qualités qu'on a vues ce soir, comme tu le disais, Cédric, en préambule de ce podcast, c'est les qualités de l'effectif de Milan qu'on voit depuis plusieurs saisons. Une équipe capable, en transition rapide, de faire très, très mal à son adversaire quand elle joue face à une équipe qui la domine et qui, via un peu ses flèches, que sont Leao, que sont Théo, que sont Pulisic, peut faire très très mal, mais c'est une équipe qui, avec le ballon, est quand même, je trouve, en grosse difficulté. Et voilà, sur la première mi-temps, on en parlait tout à l'heure, jusqu'à la première demi-heure, c'est une équipe qui n'est pas présente. Alors après, le dernier quart d'heure est meilleur, je trouve, dans l'utilisation du ballon et dans la gestion des transitions, mais sur la première demi-heure, c'est surtout l'Inter, pour moi, qui passe totalement à côté de son match. Et en deuxième mi-temps, elle subit quasiment tout le temps. Donc en fait, c'est aussi de se savoir, certes, ce derby, il n'est une nouvelle fois pas perdu, et ça, effectivement, pour les têtes, c'est intéressant. Et il faut capitaliser dessus. Mais après, il faut savoir, justement, on parlait du contexte, des tensions, etc. Parce que si le prochain match, tu le perds, en fait, du coup, qu'est-ce que tu retiens de ce derby? C'est que tu ne l'as pas gagné. C'est qu'est-ce que tu en as appris, justement, sur ton effectif, sur ton équipe en elle-même. Donc, franchement, je me pose plein de questions sur ce Milan-là, surtout que ses adversaires directs recommencent à gagner. La Juve a gagné, la Fiorentina a gagné, etc. Donc, c'est un peu quand même... Je me questionne sur où finira cette équipe cette saison. Après, peut-être que je suis sévère, mais sincèrement, je ne serais pas aussi positif sur la prestation de Milan ce soir, qui en plus, d'une certaine manière, c'est un peu un miracle qu'ils arrivent à ne pas perdre ce match. Et au final, ils ne le gagnent même pas, avec un scénario où au final, tu te fais rejoindre à la dernière minute. Donc, je me pose un peu des questions, même s'il n'y avait pas Fofana, sur cet effectif et sur cette équipe. Raph, où va le Milan? Est-ce que toi, tu en sais un peu plus justement là-dessus après ce match de cette équipe qui, c'est vrai qu'on en a parlé dans les précédents podcasts de Ponto Calcio, d'une équipe qui sait très bien réagir habituellement, puisqu'elle a l'habitude de renverser les matchs, notamment sous Conceição, mais qui a peut-être un petit peu plus de mal justement, parce que c'était le même cas contre Cagliari par exemple, de tenir un résultat ou d'ouvrir le match et d'ensuite faire son match, on va dire, de façon linéaire.
Ouais, mais Andrea a dit pas mal de choses assez intéressantes. C'est dur de pas réagir dessus puisqu'il est revenu sur des performances individuelles, collectives, l'entraîneur, le déroulé du match. Et la question initiale, où va Milan? C'est dur d'y répondre puisque là, Milan vient de signer sa plus grosse recrue depuis un moment, qui est Jiménez. Ils ont mis 30-35 millions dessus. Faut pas oublier, c'est pas des excuses que je cherche. Et d'ailleurs, tu l'as dit, Andrea, mais aujourd'hui, tu joues sans ton, deuxième meilleur joueur de la saison, qui est Fofana. Tu joues sans ton attaquant titulaire, qui est Morata, qui vient de partir. Tu joues avec Abraham, qui quand même a eu du mal cette saison. Donc, c'est des circonstances atténuantes, mais qui ont joué forcément dans le 11 du Milan. Ensuite, effectivement, l'Inter a eu énormément d'occasions et ils auraient pu marquer à plusieurs reprises. Moi, ce que je retiens, et Matteo, tu l'as très bien dit, c'est la niaque de beaucoup de joueurs, et notamment les 5 joueurs défensifs. Les 4 défenseurs ont été à un niveau assez impressionnant. Walker dans son état d'esprit et les autres par leur très bon niveau du moment. Enfin, du moment sur ce match en tout cas, parce que Tomori, dernièrement, c'était pas ça, mais là, il a fait des très bonnes perfs. C'est sûr que moi, j'ai regardé ce match en tant que supporter, donc je vais moins réussir à analyser le match côté Inter. Moi, quand je vous entends dire, et sûrement vous avez raison, dire que l'Inter a fait vraiment un mauvais match, des performances individuelles de mauvaise qualité. Moi, j'ai regardé ça avec des yeux de supporter et j'ai vu plutôt des joueurs du Milan qui sont rentrés dedans, comme rarement ils rentrent dedans pendant un derby. Donc je l'ai dit, les 4 défenseurs, mais aussi j'ai vu un Abraham qui revenait très bas, j'ai vu Leao, Rafa qui revenait très bas, et ça, on sait que c'est pas quelque chose qu'il a l'habitude de nous montrer. Donc ça, c'est quand même assez positif. Après, où va Milan? J'ai envie de dire, après ce match-là, j'ai envie d'être positif, malgré le fait d'avoir subi pendant toute une mi-temps. Andrea, il y a pas de souci là-dessus. Ils ont subi dès la 45e. Et à la 60e, je me suis dit: «Ça va être extrêmement long». Je me suis dit: «Tu peux pas jouer encore comme ça 30 minutes, tu vas forcément t'en prendre un». Il y a eu 3 poteaux, le même d'ailleurs, le même poteau au même endroit, il y a eu 3 fois le ballon dessus. J'ai eu peur les 3 fois. Il y a eu effectivement des buts hors jeu qui sont vraiment hors jeu, donc là, pour le coup, ça passe pas loin, mais il y a quand même hors jeu. Mais c'est vrai qu'à plusieurs moments, tu peux te dire, tu prends des vagues et ça va tomber, et c'est tombé. Après, où va Milan? C'est dur d'y répondre parce que Milan est irrégulier. Ils ont gagné contre la Juve, ils ont gagné contre l'Inter en Supercoupe, ils ont réussi à perdre des matchs assez faciles après. Où va Milan? Ça dépend du rendement de l'attaquant phare qu'ils viennent de recruter. Parce que je pense qu'il va partir titulaire, hein. Tu peux pas te permettre de mettre sur le banc une période d'adaptation, et cetera. Non, là, tu vas le mettre titulaire et on attend de lui qu'il marque presque d'entrée, comme Kolo Muani le fait très bien à la Juve. Et eux, c'était la bonne pioche de leur côté, puisqu'ils ont un joueur qui marque d'entrée. Où va Milan? Ça va dépendre aussi des blessures ou des suspendus, parce qu'on a vu que Fofana, ça a été assez compliqué aujourd'hui de jouer sans lui. Si demain, tu as un Reinders qui se pète 2-3 semaines, ça va être très compliqué. Walker, on a vu un impact immédiat. Matteo, tu as complètement raison, un impact physique, un impact mental. Quand il fait c'est bête, mais quand il fait une protection de balle, tu peux être sûr que le Di Marco, il va pas passer par derrière ou par devant. À l'époque, Calabria ou même Emerson, il fait une protection de balle, tu as envie de fermer les yeux tellement tu as peur de voir ce qui va se passer. Donc voilà, tout ça fait que moi, je suis assez confiant parce que dans un match comme ça, tu le perds pas, tu mènes 45 minutes sur 90. Après, voilà, c'est dur parce que j'étais confiant aussi après le derby en Supercoupe, j'étais confiant après le match contre la Juve en Supercoupe, et après tu perds contre Cagliari. Donc bon, j'ai envie d'être confiant parce que je suis supporter et parce que Milan n'a pas perdu de derby cette saison, et peut-être Pas encore. qu'ils en perdront Pas pas. encore. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Peut-être qu'ils en perdront pas s'ils affrontent pas l'Inter en Ligue des Champions, mais peut-être qu'ils les affronteront. Donc je sais pas, on va voir. En tout cas, je suis pas pessimiste ce soir et j'ai vu un beau Milan, et je pense que je suis fier de cette équipe, en tout cas de ce qu'ils ont montré ce soir, parce que même s'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, ils ont montré un état d'esprit assez conquérant. Là-dessus, Matteo, toi, justement, c'est intéressant le côté fier ou pas, parce que c'est vrai que c'était un Milan qui, en seconde période, malgré tout, moi, j'étais au stade, et c'est vrai qu'à la mi-temps, j'étais assez groggy aussi par le but forcément pris juste avant la mi-temps, toujours vivre le même scénario. Je dis, c'est pas possible, ça continue, mais j'ai été surpris de voir Milan, en fait, renoncer à ce point, en fait, au jeu. Alors certes, l'Inter est plus fort, l'Inter au rouleau compresseur, l'Inter objectivement sur le 11 a plus de qualité, ok. Il a quand même renoncé complètement, passé en 5-4-1 et à dire maintenant on blinde. Ouais, mais pour moi, quand vous demandez où va Milan, pour moi, on est dans une période de transition là. On est encore dans un peu l'électrochoc Conceição, c'est-à-dire que voilà, on voit dans les gros matchs où effectivement tout le monde arrive à se mettre un peu dans le même sens.
et à remporter des grosses victoires. Mais moi, je vois des limites à cette équipe assez folles. Déjà, comme vous dites, ce choix c'est dès la mi-temps hein, de passer à 5 derrière, en fait, et de défendre le résultat. D'un autre côté, je trouve que c'est dommage parce qu'effectivement, comme tu disais tout à l'heure, ça donne l'impression d'une équipe de milieu de classement, en fait, de faire ce choix-là aussi rapidement. Mais d'un autre côté, quand je vois notre effectif, le banc, les rentrées qu'on fait, là, c'est-à-dire Terracciano, Jiménez qui a 18 ans, Chukwueze on sait très bien, il est sur cours alternatif à chaque fois. Enfin, Tu as totalement raison, en fait, je voulais le je dire, peux mais pas en vouloir à j'ai oublié, Conceição. tu as complètement raison. Ah ouais, les changements nous tuent. Et en fait, on est tué par la qualité des joueurs qui rentrent, par le fait que notre équipe a plus de jus, parce qu'on enchaîne, et il n'y a aucune rotation qui peut être faite, parce que là, on voit aujourd'hui, il manque Fofana. On n'a aucun milieu qui est capable de faire ne serait-ce que la moitié que ce que lui fait défensivement. Là, on voit Bennacer en première mi-temps, c'est pas du tout le même registre et il n'a pas le coffre pour tenir tout le match. Donc en fait, je pense que d'un côté, il manque beaucoup de choses pour faire une saison complète. Au niveau du recrutement, moi je suis très content de l'arrivée de Jiménez. Effectivement, il va être catapulté titulaire, il n'y a pas le choix. Mais je pense que même s'il marque, il va manquer des choses au milieu de terrain. Pour moi, il manque un vrai milieu titulaire qui peut s'ajouter dans la rotation et prendre les matchs quand il faut prendre les matchs. Et en fait, on voit que cette équipe a des limites de tous les côtés. Donc, Conceição fait, je dirais, ce qu'il peut faire avec ce qu'il a à disposition maintenant, avec tout cet aspect mental, grinta qu'il apporte. Même si là, moi aussi, je mets un petit point négatif parce que j'ai l'impression que ça va être à double tranchant. J'ai l'impression que le vestiaire il peut exploser à n'importe quel moment. C'était déjà le cas avec Fonseca. Là, on sent déjà qu'il y a des tensions assez palpables. Qui ça ? Donc, en fait, ouais, comment il s'appelle? Non, mais bon. Pour moi, là, on est dans une période de flou, de transition, qui va prendre une direction pour la fin de la saison. Est-ce qu'elle sera bonne, mauvaise? J'espère qu'elle sera bonne. Mais moi, je suis assez pessimiste, honnêtement. Alors, dernière intervention, André, après je te laisse aller manger une pizza pour ta soirée. Tu vois, il y a Anto qui nous signale Ricci. C'est vrai que. Alors, moi, je ne comprends pas le mercato. On va peut-être finir là-dessus pour le Milan, mais enfin, je ne comprends pas. Jiménez, très bien, mais on parle peut-être d'un Joao Félix qui pourrait être arraché dans les dernières heures du mercato. Pour moi, ça manque de milieu de terrain, très clairement, parce que, au-delà de Fofana, Reinders, qui sont, je pense, carbo physiquement, et même Reinders, bon, oui, il marque tout ce qu'on veut, mais on sent dans le jeu comme il est moins brillant depuis pas mal de semaines. Et là, tu as Moussa qui, bon, peut être utile, qui ne fait pas des folies comme il a fait avec des champions en prenant un carton rouge bête. Mais bon, il peut être utile. Bennacer n'a pas le coffre. Et c'est vrai qu'un Ricci, par exemple, alors lui ou un autre, mais pour moi, c'était là la priorité du mercato, c'était là, à aller chercher. Et on a l'impression que du côté des dirigeants, alors est-ce que c'est le manque d'opportunité ou est-ce que c'est les choix du coach? Je ne sais pas. On a l'impression qu'ils ne vont pas vers un Ricci ou un joueur de ce profil-là, parce que Ricci, ce n'est pas le seul milieu de terrain avec lequel tu peux jouer au football. Il y en a plein, des joueurs comme ça, mais ce profil-là, en tout cas. Ouais, mais comme tu viens de le dire, Ricci, pourquoi faire? C'est-à-dire que si tu prends Ricci, pour moi, c'est que tu veux avoir la volonté de développer un football où tu vas essayer d'avoir la possession, tu vas essayer de produire du jeu, tu vas essayer d'essayer de ressortir la balle de ton but, etc. C'est un joueur qui, on le voit notamment avec la nationale, et aussi t'apporte des garanties techniques à la ressortie du ballon et on va dire pour amorcer les débuts de transition depuis ta première partie de terrain, où voilà, tu sais que tu peux te baser sur ce mec-là techniquement et que, on l'a vu aussi cette saison un peu avec le Torino, il commence à marquer aussi des buts, à en marquer un peu plus qu'avant, mais ça reste, voilà, c'est pour moi, aujourd'hui, le jeu de Conceição, je ne saurais pas encore dire ce qu'il est, mais pour moi, un Ricci dedans, je ne le vois pas tellement en fait, parce que lui, si on suit un peu ce qu'il veut faire, enfin en tout cas de ce qu'on commence à voir, il a plus besoin de joueurs, selon moi, un peu plus box-to-box, qui soient capables de partir très très vite à l'assaut du but adverse, etc., plutôt que de conserver le ballon. Enfin après, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais en tout cas, je ne sens pas une patte ou une volonté de développer un style où il y aura un Milan conquérant et un Milan dominateur avec le ballon. Ce sera plutôt un Milan efficace et un Milan derrière qui va s'atteler, je pense, à bien défendre. Mais en tout cas, la patte Conceição aujourd'hui, je ne saurais pas la dire. Et c'est pourquoi la question où va Milan, pour moi, elle est intéressante à ce niveau-là. C'est pas tant de... effectivement, on sait quelles sont les limites de cette équipe, on sait quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts. Évidemment que l'arrivée de Jiménez, parce qu'on sait à quel point dans une équipe, le gardien et l'attaquant sont déterminants et que Milan n'avait pas cet attaquant depuis le début de la saison parce que Morata n'a pas donné les gages suffisants, en tout cas justifié tous les espoirs qui étaient en lui
comme Abraham d'une certaine manière, contrairement à Maignan qui, pour le coup, est d'une régularité quand même s'il y a des hauts et des bas, mais lui, pour le coup, est l'un des rares dans cet effectif, je trouve, à être un véritable leader et à afficher un niveau de performance quand même assez énorme, je trouve, par rapport à certains de ses coéquipiers. Mais voilà, en fait, tu as vraiment le sentiment que là, à la fin, on est au 2 février, Milan, en gros, repart sur un cycle une nouvelle fois avec un nouveau coach, avec des nouveaux joueurs, que ce soit derrière ou devant. Et du coup, forcément, ça va prendre du temps. Donc, en fait, c'est quoi? C'est-à-dire que là, tu te dis, on finit la saison un peu comme on peut, en essayant de faire au mieux, en essayant, par exemple, d'essayer d'aller chercher une Coupe d'Italie, en essayant de terminer le plus haut possible au classement. Et puis, on se dit, l'année prochaine, là, ça y est, on aura une ossature, un groupe qui se connaîtra encore mieux et on va essayer de gommer les défauts de cet effectif. Mais en fait, pour moi, le problème principal, c'est de savoir ce que veut faire Conceição cette équipe. Et pour l'instant, je ne le sais pas. Donc voilà. Après, pour l'instant, il n'a pas eu beaucoup de temps non plus. Il ne faut pas non plus déconner. Ça fait qu'un mois qu'il est là. Il a quand même réussi à prendre une super coupe. Il a quand même, comme vous l'avez très bien dit, il a réussi en tout cas à exister dans tous les chocs qu'il a disputés. Mais j'ai hâte de voir d'une certaine manière ce que ça va donner, parce que pour l'instant, en tout cas, je ne vois pas les lignes claires et directrices de ce qu'il veut faire avec ce Milan. Donc, je me pose des questions à ce niveau-là. Voilà. Dottore Andrea Chasi, journaliste à SoFoot. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous, les gars. Merci à vous, tifosi milanistes, de ne pas m'avoir écorché vif. Et puis, à très vite. Ciao, ciao. Ciao, Andrea. Nous, on termine en 5-6 minutes avec vous, Raphaël et Matteo, justement, sur ce point-là. C'est vrai que vous êtes d'accord, justement, avec ce que disait Andrea sur peut-être un Milan. C'est vrai qu'est-ce qu'un Ricci, on en parle beaucoup, mais est-ce que c'est pas plus un rêve peut-être des supporters au final qu'une vraie envie de la part des dirigeants? Parce que c'est vrai que peut-être ça aurait pu aller avec Fonseca, par exemple, et le jeu qu'il voulait, mais est-ce qu'avec un Conceição, ça peut être le style de joueur? Est-ce que vous, ce que vous voyez depuis 5 semaines maintenant, avec des matchs, je ne sais pas, il y a dû y avoir 9-10 matchs, comme ça joue tous les 3 jours, ça vous donne une idée, en tout cas, toi, Matteo, ça te donne une idée, une ligne directrice, justement, d'un style de jeu? On a l'air de se diriger vers de la transition, vers une solidité défensive et exploser en contre, qui est, moi, en vrai, ça me déplaît pas, puisque quand on voit l'effectif qu'on a, c'est assez cohérent de partir sur un système de jeu comme ça. Après, voilà, il faut pas que ça tourne à, comme on a vu aujourd'hui, c'est-à-dire se replier pour plus de 45 minutes devant notre but. Après, je vais laisser la parole à Raph, mais moi, pour milieu de terrain, c'est simple, on l'avait chez nous, hein. Sandro Tonali, je veux dire, c'est... Quand tu vois le profil qu'il a et qu'il avait chez nous et aujourd'hui ce qu'il fait en Première Ligue, tu le rajoutes à cette équipe en faisant un milieu Fofana, Reinders, Tonali. Je pense que la saison est différente. Je pense qu'on ne se pose pas les mêmes questions aujourd'hui. Mais voilà, les dirigeants ont voulu le vendre. C'est très triste, mais on en est là aujourd'hui. Voilà. Après, il y a peut-être des histoires un peu extra-sportives. On ne sait pas. Est-ce que qui était au courant ou pas au courant? Oui, il y a des rumeurs, donc on ne sait pas. Oui. Mais bon, c'est vrai que sur le profil en soi, c'est sûr qu'un Tonali, je pense, serait titulaire dans tous les milieux de Serie A sans grande difficulté. Raph, toi, c'est vrai qu'il y a Loftus-Cheek qui va peut-être revenir un jour, parce que lui aussi, des fois on parle des joueurs. Moi, je parlais tout à l'heure de Taremi, que je m'en plains, parce que bon, soit il n'est pas là, ou quand il est là, pas grand-chose, mais c'est vrai que bon, Loftus-Cheek, c'était quand même, il a été recruté quand même avec une certaine somme, c'est qu'on le voit peu, et on l'oublie, mais moi j'y pensais plutôt, tout à l'heure je parlais de Benacer, de Moussa, mais Loftus-Cheek, j'avais complètement oublié de l'équation. Il pourrait être intéressant dans un milieu à 3 physiquement. Ouais, complètement. Et puis, déjà, je vais répondre sur Loftus-Cheek. Déjà, il peut être très intéressant parce que lui, il peut jouer à plusieurs postes. Il peut jouer vraiment 8, il peut jouer un peu plus haut, il peut jouer en transition. On l'a vu l'année dernière, il s'est très bien débrouillé en transition avec son physique. Il est dur à déplacer quand il est lancé. Après, moi, je reviens sur Ricci. En vrai, Milan va pas jouer en transition contre tout le monde. Vous avez vu contre Cagliari, contre Parme, tu as 60-65% de possession parce que c'est des équipes qui vont te laisser le ballon. Et tu peux pas te dire je vais jouer en contre Parme parce que eux ils ne veulent pas le ballon. Ou du moins ils vont te le laisser. Donc toi tu peux pas partir au coup d'envoi en te disant je vais jouer le contre parce qu'il y a des équipes contre qui tu pourras pas jouer le contre. Donc pour moi c'est intéressant de faire ou d'essayer de faire Ricci parce que c'est un joueur que tu vas pouvoir utiliser dans des matchs qui vont être 70% des matchs qui restent cette saison, c'est-à-dire des plus petits matchs. Je mets des guillemets parce que quand tu vois les résultats du Milan, tu peux pas appeler ça des petits matchs.
Mais Milan va pas jouer l'Inter toutes les semaines, Milan va pas jouer le Real toutes les semaines. Donc, c'est important d'avoir des joueurs sur le banc à faire rentrer autres que Terracciano, autres que peut-être Bennacer qui a vraiment du mal depuis début janvier à revenir. Donc évidemment, il y a Loftus-Cheek, mais Loftus-Cheek, on a vu son niveau qui est assez régulier. Moi, un Ricci, ça me ferait vraiment plaisir parce qu'il faut aussi reconstruire pour les années qui viennent, mais il faut aussi trouver des sorties de banc. Tu l'as très bien dit, Matteo, tout à l'heure. Tu as qui comme possibilité de faire rentrer comme bon joueur aujourd'hui? Pas vraiment des joueurs de qualité. Donc tu dois bricoler, tu dois mettre un 4-5-1, tu dois mettre un 5-4-1. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc, moi, un Ricci, je suis pas d'accord quand Andrea dit pour en faire quoi. Je suis désolé. Conceição, il est arrivé le 30 décembre. Il a eu 3 jours. Il a eu des matchs tous les 3 jours, des matchs pas faciles. Il s'est fadé un voyage en Arabie Saoudite dont il se serait bien passé pour préparer sa saison, enfin, sa saison avec Milan. Il arrive en plein mercato où tu as des joueurs qui ont des envies d'ailleurs, où tu as des joueurs qui se disent moi je vais peut-être partir. Donc bon, c'est pas évident. Je pense que la patte Conceição, on peut pas dire elle est là maintenant telle qu'on l'a vue. Je pense aussi que on avait des doutes sur certains joueurs, notamment sur Reinders les 15 premiers jours sous Conceição. Et ben les 15 suivants, c'est-à-dire les 15 derniers, il a complètement lavé cette espèce d'affront qu'on lui faisait de douter de lui. Encore aujourd'hui, il marque. Donc ça va arriver petit à petit. On peut pas tout changer en 2 semaines. Et pour moi, quand je vois certains matchs, je suis bien sûr, si vous m'aviez demandé ça mercredi soir après le match contre Zagreb, je vous aurais dit où va Milan? Bah, pas dans un bon chemin. Mais il faut aussi se dire qu'il faut laisser le temps et parfois il faut être un peu supporter mais calme et prendre du recul en se disant tu peux pas gagner tous tes matchs, tu peux pas changer une équipe ou le visage d'une équipe en 3 jours avec un changement d'entraîneur. On parle de Ricci, on parle de Joao Félix. Il y a déjà Walker et Jiménez qui sont venus. On n'a pas encore vu Jiménez, mais il va arriver. Et ça, déjà, je trouve que c'est 2 très bonnes recrues. Donc, on peut faire confiance aussi sur le mercato d'hiver qui est normalement qu'un mercato d'ajustement. Et pour l'instant, l'ajustement est quand même pas trop mal. Si on regarde pour qui ils sont titulaires, ça va remplacer Calabria ou Emerson qui sont à la cave complet. Et ça va remplacer Morata qui, même si j'ai beaucoup de respect pour sa carrière, n'aura pas fait grand-chose à Milan. Donc, moi, Ricci, je le prends, ne serait-ce que parce que tu peux pas jouer en contre et en transition à chaque match. Matteo, dernière petite question sur l'AC Milan, après on va clore ce live. Ce serait quoi du coup une bonne saison de l'AC Milan? Parce que du coup l'AC Milan a gagné le seul trophée qui est à gagner, donc on peut dire important, mais important. En tout cas, il y avait un trophée à gagner, il a été gagné par Milan, pas par les autres, donc bravo. Là, il reste le championnat avec Milan qui pour le moment est dans une zone 6, 7, 8 depuis pas mal de semaines. Il y a la Ligue des Champions, on le rappelle, 16e de finale contre Feyenoord, enfin barrage contre Feyenoord. Si tu gagnes, tu joues contre Arsenal ou l'Inter en 8e au mois de mars. Tu as la Coupe d'Italie, tu joues à San Siro ce mercredi, le quart de finale. Si tu gagnes, tu joues contre la Roma. Si tu gagnes en demi-finale contre l'Inter ou contre la Lazio en avril. Donc ça, c'est quoi une bonne saison pour toi? D'un point de vue sportif, moi je serais content d'une Coupe d'Italie par exemple, ou d'un beau parcours en Ligue des Champions. Après, je pense que honnêtement, si on ne se qualifie pas pour la prochaine Ligue des Champions, j'ai peur parce que quand on voit comment fonctionne la direction et la propriété du club depuis l'arrivée de Cardinal, j'ai peur que l'impact que c'est sur le bilan financier nous tue. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à accéder à la prochaine Ligue des Champions, qu'on vende Léao, qu'on vende des gros joueurs importants pour faire rentrer de l'argent et que voilà, on reconsidère énormément l'effectif et les ambitions du club. Donc pour moi, j'ai vraiment peur que si on se qualifie pas, ça marque un énorme coup d'arrêt dans la progression du club. Donc je vais vraiment espérer pour être dans les 4 premiers, même si voilà, une victoire en Coupe d'Italie ferait du bien, effectivement. C'est vrai que même si l'AC Milan est un club sain financièrement, il y a eu un gros travail fait la dernière saison. C'est vrai que si tu perds la qualif avec des champions, par rapport à l'Europa League, tu peux faire une croix sur 60, 70, 80 millions d'euros sur une saison. Ça pourrait être très très lourd. Et le slogan cardinal des Vivendes, ça pourrait être beaucoup plus sur les joueurs que sur le club. Toi, Raph, une saison réussie, ce serait quoi? Saison réussie, ce serait quand même minimum un 8e en Ligue des Champions. Évidemment, mais ça tu viens de le dire, donc je ne vais pas le répéter, Matteo, mais c'est une place pour jouer. Ouais. C'est une place évidemment qualificative pour la prochaine Ligue des Champions, parce que c'est comme ça que tu grandis, c'est comme ça que tu prends de l'argent pour faire un mercato qui va te permettre de... Enfin, bref, c'est un cercle vertueux.
Une Coupe d'Italie, ça fait trop longtemps que Milan n'a pas glané un titre, mais ça va être compliqué, vu tous les matchs qui arrivent et dont un 16e en aller-retour. Donc, déjà, si tu perds aucun derby, déjà c'est positif et c'est le cas pour le moment. Ensuite, plus sérieusement, effectivement, une place pour la prochaine Ligue des Champions, il faut maintenant, comme est parti cette saison, il faut à tout prix ça. En début de saison, je t'aurais dit être dans les 3 premiers. Maintenant, je te dirais être dans les 4. Et si c'est la 4e à la dernière journée, je prends quand même. Voire la 5e, puisque ça pourrait suffire pour l'Italie. Il peut y avoir la 5e place. Mais bon, c'est vrai que dans ce cas-là, tu dois toi aussi faire un beau parcours avec des champions pour engranger des points et permettre à l'Italie de l'obtenir. Bon, mais voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a fait une petite heure sur ce débrief du derby numéro 3 de la saison, derby de Milan. Et Milan, ce soir, n'est ni rossonera, ni nerazzurra. Elle est de toutes les couleurs. Elle est universelle, en quelque sorte. C'était un vrai plaisir de faire ce live avec vous. On remercie tous ceux qui sont passés, Nicolas Wagner, Giuliano De Pasquale, Andrea Chasi. J'oublie quelqu'un ou pas? Non, je pense que j'ai fait le tour. Et tous ceux qui étaient là aussi à travers le chat, notamment notre Anto, Aiello, que l'on salue également. Et puis, on se retrouve très très vite. Ce live Pronto Calcio Canal Inter sera rediffusé en podcast sur Canal Inter. Vous le savez, le podcast, donc le podcast Pronto Calcio, non pas Canal Inter, je m'embrouille. Voilà, podcast Pronto Calcio, retrouvez dès demain matin. Puis nous, on se retrouve très très prochainement. Abonnez-vous sur tous nos comptes. Et puis nous, on se retrouve très très vite. Merci Mathéo, merci Raphaël. Ciao, ciao. Merci à vous, messieurs. Ciao.